Mesdames et messieurs, la Coupe du Monde des clubs vient de se terminer. Nous commençons les préparatifs pour la saison 2025-2026, saison 2025-2026 qui se clôturera par la Coupe du Monde, mesdames et messieurs. Mais avant d'arriver à la Coupe du Monde, il y a bien évidemment une saison régulière avec les championnats, avec la CAN, avec la Ligue des Champions. Et dans le sillage justement de toutes ces compétitions-ci, il y a plusieurs équipes qui sont déjà en train de se préparer. Et sur toutes ces équipes qui sont en train de faire du bon travail, j'en ai sélectionné 5 qui, selon moi, seront les équipes les plus redoutables de la saison 2025-2026. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et que vous allez surtout apprécier ce nouveau concept. Petit disclaimer avant vraiment de commencer la vidéo, ce ne sont que mes opinions. Les 5 clubs que je vais vous présenter, c'est mon avis, c'est mon ressenti personnel. Bien évidemment que vous, devant vos écrans, vous allez certainement avoir d'autres top 5 équipes pour l'année prochaine et c'est totalement logique. Encore une fois, je le répète, je n'ai pas la boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma, je ne lis pas dans l'avenir. Donc peut-être que sur les 5 équipes que je vais désigner, elles vont toutes se planter l'année prochaine. C'est possible. Mais voilà, c'est juste un petit peu ce que je ressens, là, un petit peu à la mi-juillet, sur ce qui peut se produire l'année prochaine. Mais peut-être qu'à tout moment, je vais totalement me rater. Autre petit élément important, à chaque fois je vais vous montrer des 11 types des équipes. C'est bien évidemment pas ce qui va être fait forcément à la rentrée. Il va y avoir encore des nouvelles recrues, des nouvelles choses qui vont bouger. Il va peut-être y avoir d'autres logiques de la part des entraîneurs. C'est juste un petit peu pour vous montrer ce qui peut se passer sur le terrain. Mais en aucun cas, ce que je vais mettre comme 11 types, à chaque fois ce sont mes 11 types. On les verra plutôt fin août, les 11 types. Là c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée. Honneur à l'équipe pour laquelle je porte un maillot aujourd'hui. Alors je tiens à le dire, je ne suis pas supporter de Manchester City. Juste, j'aime beaucoup ce maillot. Voilà, c'est tout. Mais je ne supporte pas ce club-ci, même si je l'apprécie quand même un petit peu. Et Manchester City, bien évidemment, qui selon moi fait partie des gros favoris l'année prochaine pour être une équipe très très dangereuse sur la scène européenne et aussi sur la scène nationale après une saison qui a été compliquée, une saison qui a été un petit peu moquée par tout le monde. Et même surtout, ce qui est assez marrant avec Manchester City, c'est la manière dont leurs supporters eux-mêmes ils vont parler de leur saison. Tu as l'impression que le monde s'est abattu sur leur tête. Manchester City, ils roulent sur la Première Ligue, sur l'Europe depuis à peu près 7-8 ans facilement. Les mecs, il suffit d'une saison où ça se passe pas trop bien, ils finissent 3e de Première Ligue. Tu as l'impression que c'est la terre qui est en train de s'effondrer. C'est assez marrant, les néo-supporters de Manchester City, comment ils réagissent face à une défaite parce qu'ils sont tellement pas habitués à ça qu'ils font de la surréaction en fait. Mais bon, cette équipe, voilà, a vraiment pas fonctionné l'année dernière. Quelles ont été les raisons? Il y en a eu plusieurs. Une défense qui était aux abonnés absents. On l'a notamment vu contre le Real Madrid, c'était catastrophique. La défense ne se trouvait plus. Des anciens mentors qui ont pris un petit peu de l'âge et qui ont moins d'importance dans le 11 type de Manchester City. Bernardo Silva, Gundogan, Kevin De Bruyne, qui sont moins présents sur le terrain. Un Rodri qui a été longtemps absent et on sait qu'il y a un Manchester City avec et sans Rodri. Un Phil Foden qui n'a pas été au rendez-vous. Un Erling Haaland qui a été présent, hein, il a eu ses stats, mais un peu plus en demi-teinte. Et peut-être finalement une équipe dans sa globalité, dans son entièreté, qui semblait un petit peu fatiguée. Fatiguée d'avoir fait le tour. Fatigué d'avoir limite tout gagné sur ces 7-8 dernières années. Tu sentais que ça fonctionnait plus. Même Pep Guardiola, il semblait fatigué également mentalement de son côté. On l'a vu craquer à bon nombre de reprises et on voyait un entraîneur aussi qui n'arrivait pas trop à trouver la solution. Alors il y a eu des recrutements durant le mercato hivernal, mais c'était peut-être un petit peu trop tard pour régler la mire et City finalement n'est jamais réellement revenu dans la danse même pour gagner la Première Ligue alors qu'on s'attendait à ce qu'il le fasse. Au tout départ, moi il rate la première partie, je me dis bon c'est Manchester City, à tout moment ils reviennent. Ils n'ont jamais en fait été dans la compétition pour réellement revenir et donc saison 2024-2025 bien ratée de la part de City. Et justement, c'est parce que je pense que cette équipe a été en galère sur cette saison 2024-2025 qu'elle a des possibilités de se réveiller pour la saison 25-26. Et en plus de ça, on peut s'appuyer sur un recrutement qui démarre tambour battant actuellement pour Manchester City avec Reijnilders qui vient d'arriver de l'AC Milan, super milieu de terrain. On a du Cherki et on a aussi du Aït-Nouri qui peut aider en tant que latéral cette équipe de Manchester City. Donc on arrive sur une équipe qui va ressembler un petit peu à ce que je suis en train de vous montrer. Alors bien évidemment, c'est Manchester City, hein. Donc ça change très souvent. On connaît Pep Guardiola, c'est une équipe qui est totalement polyvalente, qui a plein de côtés versatiles. Tout peut changer, hein. Là, je vous mets vraiment le 11 type selon moi,
mais ça peut changer à tout moment et encore une fois, il peut y avoir des nouvelles recrues. On est donc sur une équipe type qui s'est bien renforcée, comme je vous l'ai dit. Reijnilders en milieu de terrain, justement, qui va apporter un petit peu ce joueur que n'est plus trop Gundogan actuellement. Il y a eu la perte de Kevin De Bruyne, ça va être un point qui va être très important pour Manchester City. Comment justement se passer de peut-être le plus grand joueur de l'histoire de ce club-ci, qui est Kevin De Bruyne. On a aussi un Bernardo Silva qui baisse vraiment en niveau. Donc on essaye de faire évoluer le milieu de terrain. Cherki, est-ce que Cherki dans un premier temps va être titulaire dans son équipe? Je ne sais pas, mais Cherki c'est un signal que tu envoies. Et moi c'est aussi un joueur que j'affectionne tout particulièrement quand il se met à être au service de l'équipe. En plus de ça, on l'a dit, Ait Nouri qui peut être intéressant aussi. Alors je ne sais pas si Gvardiol restera arrière gauche ou Ait Nouri prendra sa place tout de suite. Et même en attaque, là typiquement moi je vous mets du Doku et sur le côté droit je vous mets du Savio. Mais il faut savoir qu'il y a du Marmouche aussi qui peut être remplaçant et qui peut être intéressant. Donc on a une équipe vraiment en termes de profondeur de banc aussi qui est intéressante. Et comme je vous l'ai dit, surtout je pense qu'il va changer du côté de Manchester City, c'est cet esprit revanchard par rapport à l'année dernière. J'ai du mal à concevoir une équipe de Pep Guardiola rater 2 années consécutives. Donc là, j'ai l'impression que c'est bon. L'année dernière, ils étaient en pause, ils étaient dans la salle du temps, ils ont un petit peu laissé tomber toutes les compétitions une à une, se sont reposés mentalement. Et là, c'est bon, ils sont prêts pour arriver et que individuellement, tout le monde revienne à un certain niveau. J'ai l'impression qu'un Haaland, par exemple, je l'ai perdu de vue. Lui qui, pour moi, allait facilement être dans le top 10 Ballon d'Or tous les ans pendant les 10 prochaines années. Cette année, je suis même pas sûr qu'il sera dans le top 10. Alors qu'on a un Haaland l'année prochaine qui, selon moi, va se réveiller et on va retrouver le Haaland qu'on retrouve tous les week-ends. But de Haaland, doublé de Haaland, triplé de Haaland. J'ai l'impression qu'on va voir ça. Phil Foden qui était sur la meilleure saison de sa carrière l'année d'avant. L'année dernière, il a fait une saison fantomatique. Je pense aussi qu'il est en capacité de se réveiller. Et à côté de ça, on a les petites nouvelles recrues et aussi les joueurs qui ont été recrutés l'année dernière et qui ont une année supplémentaire à Manchester City. On connaît souvent les recrues de Manchester City, elles mettent au moins 1 an à vraiment s'adapter au système de Pep Guardiola. Donc là, je pense que ça va aller mieux. Je pense que cette équipe va retrouver la fin. Je pense que Pep Guardiola va aussi retrouver la fin et qu'on va avoir une équipe qui va redevenir dominante et qui va continuer à marcher un petit peu sur la Première Ligue et sur l'Europe comme elle le fait à son habitude. Maintenant, il y a encore des choses à revoir au niveau de la défense, au niveau de la défense centrale, peut-être faire des petits ajustements. Au niveau du gardien, on n'en a pas trop parlé, mais Ederson, c'est aussi un poids de plus en plus présent pour Manchester City, malgré une capacité de relance qui est totalement phénoménale. C'est vrai que des fois, il est capable de commettre énormément de bourdes. Donc peut-être qu'il y aura un changement aussi à ce niveau-là du côté de City. Mais c'est vrai que je vois quand même cette équipe revenir à un certain niveau, malgré le départ de Kevin De Bruyne, qui bien évidemment est un départ qui risque peut-être de coûter cher à cette équipe dans un premier temps. Mais je trouve que l'année dernière déjà, il a commencé à un peu avoir une passation. Et surtout, il y a le retour de Rodri. Voilà, Rodri, je l'ai dit au tout début, il y a un City avec, un City sans. Et s'il reste disponible et apte physiquement, Rodri change énormément de choses dans cette équipe au niveau de l'équilibre. Il apporte beaucoup de plus. Donc s'il est là l'année prochaine et que tout fonctionne bien, oui, City va être une équipe redoutable. Autre équipe à surveiller de très près l'année prochaine, et je sais que ça va pas vous plaire, mesdames et messieurs, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, je sais que vous n'aimez pas trop que je parle du PSG. Force est de constater que l'année dernière, ils ont fait une grande saison. Force est de constater que l'année dernière, leur Ligue des Champions, elle est méritée. Très beau parcours. Liverpool, Aston Villa, Arsenal et cette finale quasi historique contre l'Inter Milan. Ils ont frappé très fort. Et surtout, le PSG possède une équipe type, mesdames et messieurs, redoutable. Redoutable tant en qualité collective qu'en qualité individuelle. Lucho, Luis Enrique a créé vraiment un groupe. Il a réussi à faire ce qu'il devait faire, ce qu'on attendait qu'il fasse. Certains étaient impatients. Ceux qui ne connaissaient pas Luis Enrique étaient impatients finalement. Parce que si vous connaissez Luis Enrique, même nous les supporters du Barça, on s'est toujours dit qu'un jour ça allait marcher. Voilà, on a vu ce qu'il a fait en Espagne. En Espagne, il y a eu les points de difficulté qu'il a eu, mais on sait pourquoi. Parce qu'au niveau de la ligne offensive, c'était compliqué d'avoir des très bons joueurs. Au PSG, il avait les moyens de ses ambitions. Forcément, il fallait lui laisser du temps. Voilà, Kylian Mbappé est parti. Il s'est retrouvé avec totalement l'effectif qu'il voulait, les joueurs qui jouaient à 100% collectif et ça a roulé pour le Paris Saint-Germain. Alors une première partie de saison, on est tous d'accord que c'était encore en rodage, mais la deuxième partie de saison, ils ont vraiment roulé sur beaucoup d'équipes et c'est très beau ce qu'on a vu. Encore une fois, en termes de collectif, on a une équipe qui est versatile, qui apporte de la fluidité, qui est tout le temps en mouvement, dont les joueurs sont jamais immobiles, dont les joueurs sont capables de faire du dépassement de fonction, de bouger, de jouer intérieur, de jouer au niveau des couloirs, de jouer ensemble. On est vraiment sur un collectif entier du côté du PSG, en plus d'avoir des individualités phénoménales. Si je vous montre par exemple l'équipe type du Paris Saint-Germain, selon moi,
on est sur une équipe, mais intrinsèquement, c'est très fort. Regardez la ligne d'attaque. Moi, j'aime beaucoup de joueurs dans ce Paris Saint-Germain, hein. On parle de Ousmane Dembélé, Kvara, Désiré Doué. Ousmane Dembélé, quel joueur c'est devenu, efficace, proactif sur le collectif. On a Kvara. Si vous n'aimez pas Kvara, je pense que vous avez beaucoup de mal à apprécier le football. Désiré Doué, s'il ne fait pas de bêtises et qu'il ne devient pas juste une star YouTube, ça peut devenir un monstre, tant sur le plan physique que sur le plan aussi technique. Ce qu'il est capable de faire ce joueur-ci, c'est phénoménal. Le milieu de terrain, moi je l'adore. Fabian Ruiz, Vitinha, Neves et surtout la doublette Vitinha-Neves. Mais quel niveau ils ont ces deux-là, c'est magnifique. Tant encore une fois collectivement que individuellement sur l'abattage également physique qu'ils peuvent mettre sur le terrain, c'est monumental. Les latéraux, Nuno Mendes, j'adore ce joueur-ci. Enfin au niveau qu'on lui prédisait. De l'autre côté, Hakimi, peut-être le meilleur latéral droit actuellement du monde. Et la défense centrale, Pacho a été une super recrue l'année dernière. Et Marquinhos, qui est peut-être à un moment le point faible du Paris Saint-Germain, reste un petit peu aussi l'âme de cette équipe. Et enfin même Donnarumma, qui a montré cette année à travers sa campagne de Ligue des Champions, qui pouvait redevenir le gardien top mondial qu'on connaissait. Sur la ligne offensive des remplaçants, Ramos, Barcola, au milieu de terrain, Kanguinli, Warren Zaïre-Emery. Bref, il y a aussi encore des cartouches qui peuvent arriver sur le banc, même si c'est pas énorme, et je pense que c'est là-dessus aussi que le PSG devra s'améliorer. Mais en plus de tout ça, le Paris Saint-Germain a eu son déblocage en fait l'année dernière, le fameux déblocage de la Ligue des Champions. Année après année, on disait oui, le PSG c'est bien, le PSG ok, il y a des noms, mais ça ronronne un petit peu. Le PSG n'y arrivera pas, le PSG a un blocage. Traumatisme après traumatisme, le PSG à chaque fois se réfère à son passé pour échouer en Ligue des Champions. Là, cette année, il n'y a pas d'échec. Cette année, ils ont réussi à la gagner, la LDC. Et donc cette année, il y a eu le fameux déblocage pour le Paris Saint-Germain qui sait maintenant qu'il est en capacité d'aller la chercher et qui en plus de ça a créé un groupe. Tu vois le Paris Saint-Germain, tu as l'impression qu'ils sont tous potes entre eux, que tout se passe bien. Luis Enrique, il est pote avec tous les joueurs se congratulent. Il y a une joie immense qui se dégage entre guillemets de cette équipe. Tout a l'air de bien se passer sur le terrain, en dehors du terrain, individuellement, collectivement. T'as l'impression que tout est bien. Le cercle vertueux est énorme du côté du Paris Saint-Germain et ça va les aider pour les saisons prochaines parce qu'encore une fois, le blocage a été déverrouillé. Et donc le Paris Saint-Germain, pour moi, est sur une ligne droite parce que maintenant, ils se disent on est toujours capable de le faire. Alors le Paris Saint-Germain, comme j'ai un peu dit précédemment, a besoin selon moi encore de se renforcer. Surtout en termes de profondeur de banc. C'est-à-dire que le PSG peut encore recruter, pourquoi pas, un milieu de terrain un petit peu plus fort qui peut se préparer et être présent dans la rotation. Aussi en défense centrale, ça serait intéressant que le Paris Saint-Germain se renforce un petit peu également et pourquoi pas aussi pour les latéraux, apporter encore plus de fraîcheur. Mais ce qu'a de plus le Paris Saint-Germain par rapport aux autres équipes, c'est qu'elle joue en Ligue 1 cette équipe-ci. Et que, encore une fois, j'ai pas envie de dévaluer la Ligue 1, mais c'est que la Ligue 1, quand tu es le Paris Saint-Germain, tu as une marge qui est trop supérieure par rapport aux autres équipes. Du coup, tu peux te permettre de faire certains remplaçants que d'autres équipes ne peuvent pas faire. Donc, par rapport à la fatigue, on l'a vu cette saison, le PSG n'a pas eu trop de problèmes parce qu'à un mois de la finale de la Ligue des Champions, ils ont pu commencer à mettre leur équipe B en Ligue 1. Ils étaient déjà champions. Donc, forcément, tu arrives contre l'Inter Milan, tu es à 150% de tes moyens et tu n'as aucun problème de fatigue. Mais parce qu'aussi, la Ligue 1 ne t'a pas challengé. Donc, à certains moments, on a dit la Ligue 1, c'est un poids pour le PSG parce que justement, ça ne les challenge pas assez et que quand ils sont en Ligue des Champions, ils n'arrivent pas à dépasser des grosses équipes parce qu'ils ne sont pas habitués tous les week-ends à jouer des gros cadors. Mais à certains moments, ça peut être utile aussi parce que ça peut te permettre de reposer ton équipe, surtout quand tu as un jeu énergivore comme le Paris Saint-Germain. Donc, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais dans cet aspect-ci, bien évidemment que le PSG doit un petit peu se renforcer, mais même sans se renforcer, je pense que c'est une équipe redoutable pour la saison prochaine. Troisième équipe dangereuse pour la saison prochaine, mesdames et messieurs, Arsenal. J'ai longtemps hésité avec Arsenal. C'est l'équipe sur laquelle peut-être j'ai le plus hésité. J'ai hésité avec Liverpool, pour tout vous dire. Liverpool, gros recrutement. Wirtz, Frimpong, arrière-gauche nouveau également. Allez, c'est pas mal Liverpool. Mais je mets Arsenal devant pour plusieurs raisons. Parce que je trouve qu'il y a un mercato, justement, qui complète parfaitement les petits manques d'Arsenal, surtout l'année dernière. Parce qu'on est sur une version d'Arsenal l'année dernière qui n'est pas en échec autant qu'un Manchester City, je trouve. Je trouve que Manchester City, vraiment, c'était pas bon l'année dernière. Et je trouve surtout que le gap de Manchester City d'avant et de celui de l'année dernière, il est énorme. Mais Arsenal, c'est aussi raté. Alors, bien évidemment, le parcours en LDC, bien évidemment, la seconde place en Première Ligue, nous permet pas de nous dire que c'est une saison qui est complètement ratée, mais je trouve que par rapport à ce qu'on aurait pu en attendre, il y a quand même un petit côté déceptif. Mais le truc à Arsenal, c'est que je trouve qu'on remarque facilement les points d'amélioration. Là où ça peut justement aller mieux du côté d'Arsenal. Le numéro 9
Havertz, ça a été très léger. Havertz, ça a été blessé, mais même quand Havertz était présent, on sait qu'il peut y avoir mieux du côté d'Arsenal d'avoir un vrai numéro 9. Martinelli, Trossard, c'est bon, ça crée du danger, ça crée des différences. Mais sur les statistiques, sur les buts, c'est peut-être trop gentil. Au bout d'un moment, même les supporters d'Arsenal, ils commencent à en avoir un petit peu marre. Le rôle du numéro 6, c'est un petit peu haut-bas, ça dépend. Partey, des fois, était présent, aidé un petit peu, mais on n'a pas retrouvé vraiment l'assise qu'il y avait avant. Et la défense centrale, qui a été à un certain moment un point de difficulté quand Gabriel, justement, a été blessé. Et là, Arsenal s'est retrouvé dans des situations compliquées. Et on a eu un Arsenal où on s'est dit, bon, ça élimine le Real Madrid, c'est bien sympa, mais contre le Paris Saint-Germain, qui a été inexistant. Il n'y a aucun réel moment fort où on s'est dit, ouais, Arsenal peut renverser le PSG. Le PSG était vraiment supérieur, je trouve, à cette équipe-ci. Et donc Arsenal, comme on arrive bien à résumer ce qui peut s'améliorer, eh ben, on voit que ça travaille actuellement pour justement combler ces manques-ci. En termes de milieu défensif, boum, Zubimendi arrive alors que Thomas Partey est en train de partir. Et Zubimendi, on est sur un super joueur, hein, mesdames et messieurs. Alors bien évidemment, il y a l'acclimatation Première Ligue, on ne sait jamais comment ça se passe, mais Zubimendi, c'est de la top qualité. En termes de numéro 9, Arsenal a trouvé Gyökeres, mesdames et messieurs. Et donc là, c'est très intéressant pour Arsenal d'avoir enfin son numéro 9. Là-dessus, il y a deux contre-exemples assez intéressants à remarquer. Manchester City, on s'en souvient, quand ils n'avaient pas de numéro 9 et que tout le monde disait s'ils veulent enfin remporter la Ligue des Champions, il leur faut un vrai numéro 9. Ils gagnaient la Première Ligue, mais les gens ils voulaient qu'ils gagnent absolument la LDC. Ils recrutent Haaland, l'année même où ils recrutent Erling Haaland, boum, ils vont remporter la LDC. Ce numéro 9 a changé justement Manchester City. Chelsea, en revanche, a voulu faire la même chose. Chelsea a gagné la LDC sans vrai numéro 9, avec Havertz sans faux numéro 9, justement, qui est Arsenal en ce moment même, a acheté Lukaku l'année d'après. On s'est tous dit, Chelsea vont encore marcher sur l'Europe. Ça a floppé à la mort, Chelsea, avec justement le recrutement d'un numéro 9. Donc quel va être l'avenir d'Arsenal avec le recrutement de Gyökeres? Est-ce que ça va être façon Manchester City? Est-ce que ça va être version Chelsea? Mon avis là-dessus, c'est qu'on se rapproche plus d'un Manchester City. Parce qu'on est sur une équipe qui maintenant se connaît depuis des années et des années. L'ossature principale de cet Arsenal reste la même et surtout Arteta reste présent. Alors, il y a des supporters d'Arsenal qui commencent à dire l'ère d'Arteta doit se terminer. Je peux comprendre un petit peu la lassitude. Arteta a fait un boulot, selon moi, monumental, hein. Ça a été le premier entraîneur de l'après-Wenger, justement, qui a enfin réussi à faire passer cette équipe dans un cap supérieur. Et il l'a très très bien fait. Je trouve justement que la direction sportive qu'a pris Arsenal est très belle. Maintenant, je peux aussi comprendre les supporters d'Arsenal qui sont dans une frustration que ça ne se concrétise pas par un trophée très très important du côté des Gunners. Mais cependant, je trouve quand même que là, maintenant, tu as une équipe qui est assez mature pour enfin réussir à mettre en place qu'elle peut mettre de mieux sur le terrain en place. On a une équipe qui a à un moment été très offensive. Qu'est-ce qu'elle s'est dit les années d'après? On va peut-être essayer de défendre un petit peu mieux et d'être une équipe qui est plus cohérente et plus pragmatique sur le terrain. Ça a bien fonctionné, mais peut-être un petit peu de difficulté sur le plan offensif. L'année dernière, on a été sur une équipe qui a été un petit peu en demi-teinte à un certain moment pour les raisons qu'on a évoquées et les manquements sur le terrain. Cette année, je pense que ça peut aller mieux. Mais il faudra aussi que certains joueurs se réveillent, surtout Martin Odegaard, qui l'année dernière a été un joueur, je trouve, très fantomatique du côté d'Arsenal. Mais sinon, vous regardez l'équipe type, c'est du solide. Voilà, vous avez du Saka qui est présent et Saka, c'est un super joueur. Si Gyökeres est titulaire, ça fait également très mal. Le milieu de terrain, Rice, moi j'adore Rice, c'est un joueur magnifique et je trouve même qu'il est sous-coté. Rice, Odegaard s'il revient à son top niveau, c'est super bon. Zubimendi, je vous ai dit, j'adore. La défense centrale, Gabriel Saliba, c'est au haut niveau. Maintenant, il faut une doublure. Il faut absolument qu'un remplaçant à ces deux défenseurs centraux ait le niveau un petit peu plus haut, justement, que Kiwior qui ne fait pas l'affaire. Sur le côté gauche, Lewis Kelly, c'est un des futurs grands prospects justement de l'Europe entière et voire du monde du football. Et encore en plus de ça, ils ont certains remplaçants qui sont du haut niveau en tant qu'arrière gauche. Et à droite, Timber aussi peut faire l'affaire. Donc vraiment, il y a un 11 qui est très compétitif. Manque plus qu'à Arsenal de recruter un ailier gauche notamment et un défenseur central pour être un backup. L'ailier gauche, ils sont sur le coup. Il y a des rumeurs Rodrigo. Est-ce que ça se fera ou pas? On verra. Mais à partir du moment où ils auront recruté quelqu'un offensivement de très important et apparemment même les rumeurs disent qu'il va y avoir 2 recrues offensives très importantes. Arsenal, c'est très sérieux, ça reste une magnifique équipe, encore une fois je le dis, qui connaît très bien son football, qui connaît son entraîneur et qui arrivera peut-être enfin à une totale maturité. Alors après je dis ça, c'est aussi une équipe qui nous a habitués à choquer. Des fois c'est un petit peu le Dortmund de la Première Ligue, Arsenal. Une très belle équipe qui arrive à faire de belles choses, de très beaux moments quand ils sont dans leur prime, mais à certains moments tu ne sais pas pourquoi, ça n'arrive pas à conclure. Mais là je ne sais pas pourquoi, je sens que l'année 2025-2026, elle va être intéressante pour Arsenal.
quatrième équipe dangereuse pour la saison prochaine, et c'est peut-être l'équipe la plus surprise de ma liste, c'est Chelsea. Mesdames et messieurs, Chelsea qui est une équipe risible, qui est une équipe dont on se moque souvent. Moi le premier, j'aime bien souvent prendre l'exemple de Chelsea pour évoquer des équipes totalement inconstantes en Europe, et je trouve que c'est bien mérité parce que c'est une équipe inconstante qui en plus de ça est risible également à travers ses innombrables transferts depuis 3 ans, où ça se passe n'importe comment, tous les étés ils recrutent à tout va, sans aucune cohérence sportive, sans prendre en considération les avis des entraîneurs, en mettant des contrats jusqu'à 2072. Bref, cette équipe, on peut vraiment facilement se moquer d'elle. J'ai l'impression que depuis l'année dernière, ça va être de moins en moins le cas. Ils ont gagné la Conference League, alors loin de moi l'idée de glorifier cette compétition, bien évidemment, mais surtout ils ont fini 4e de Première Ligue, avec une saison constante où c'était bien mérité, où justement l'ossature de Chelsea s'est de plus en plus endurcie. Cette ossature de Chelsea s'est notamment endurcie autour du milieu de terrain. Milieu de terrain, Cole Palmer, Caicedo, Lavia, bon à la place de Lavia vous pouvez mettre du Enzo Fernandez si vous voulez. Ce milieu de terrain-ci, c'est très haut niveau. Caicedo, c'est dans le top 3 à chaque fois de tous les joueurs dans le registre milieu défensif. Récupération, conservation, tout ce que vous voulez comme caractéristiques pour un milieu défensif. Caicedo, à chaque fois, il est dans le top 3. Cole Palmer, quand il est haut niveau, quand il est en forme. Magnifique numéro 10, comme il y en a de moins en moins dans le football actuel. Superbe joueur capable aussi d'être décisif. Donc cette ossature au milieu de terrain, justement, c'est Maresca qui l'a mis en place. J'ai l'impression que cette équipe va suivre un petit peu ce mouvement. Après, ce qui se passe en défense, à certains moments, ça peut être peut-être un petit peu compliqué. Je peux le concevoir. On ne sait pas si Reece James, il est tout le temps à 100%. Est-ce que Malo Gusto, il fait le taf? Sur le côté gauche, Cucurella, par contre, c'est très bon. On a du Colwill en défense centrale, ça passe. Mais c'est vrai que Chalobah à côté, peut-être que tu peux faire mieux. Et Sanchez au goal, tu peux aussi améliorer tout ça. En termes d'attaque, après, c'est un petit peu qui va être le meilleur sur le moment. Mais j'ai l'impression qu'on essaie de trouver une certaine cohérence. Avant, c'était un petit peu, on recrute tous les ailiers du monde. Et on voit un petit peu comment ça se passe sur le moment qui va être le meilleur. Là, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. On a du Neto qui commence de plus en plus à prendre ses repères dans cette équipe-ci. On a du Delap qui est arrivé et qui pour l'instant montre de très belles choses, même si Jackson de son côté aussi, je trouve, s'améliore au fur et à mesure du côté de Chelsea. Et sur le côté gauche, on peut commencer la liste des recrues avec Bino Gittens, que vous connaissez du Borussia Dortmund. Superbe ailier gauche. Alors, est-ce qu'il sera absolument titulaire dans cette équipe-ci? Je ne sais pas. Mais s'il est à 100%, c'est une sacrée pépite. En plus de Bino Gittens, on a Joao Pedro qui a rejoint cette équipe de Chelsea. On a également Estevao, la pépite bien évidemment brésilienne de Palmeiras. Et ça, c'est très haut niveau s'il arrive bien à s'inscrire et à s'acclimater justement au jeu de la Première Ligue. On a également le défenseur central Mamadou Sarr. Super bonne saison avec Strasbourg qui rejoint cette équipe de Chelsea. Justement, on parlait de Chalobah tout à l'heure. Ça peut pourquoi pas le remplacer. Et on a le petit Kendry Páez qui vient de la Ligue colombienne, qui est un petit prospect assez intéressant aussi à suivre pour les prochaines années du côté de Chelsea. Donc vous voyez, encore plein de recrues de la part de Chelsea, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, on répond un peu plus déjà à des besoins et on arrive à mettre en place des joueurs qui vont être intéressants dans un certain style de jeu. Et pour l'année prochaine, Chelsea, bien évidemment, je le répète, j'ai pas la boule de cristal, mais j'ai l'impression vraiment qu'on va être sur une équipe ultra prolifique. Personne n'en entend trop parler, tout le monde se moque un petit peu de Chelsea, tout le monde se dit bon c'est un petit peu le fourre-tout des équipes en Première Ligue. J'ai l'impression que l'année prochaine, la sauce elle va enfin totalement prendre et que ça va être une équipe qui va se faire plaisir sur le terrain. C'est l'équipe, il me semble, l'année dernière qui était la plus jeune de Première Ligue et qui a été dans toute l'histoire de la Première Ligue l'équipe la plus jeune qu'on ait jamais vue. Du coup, on est sur des joueurs qui ont faim de montrer qu'ils sont en capacité de faire de bonnes choses et qui ont un petit peu envie qu'on arrête de se moquer d'eux. J'ai l'impression que si l'année dernière, on a aussi eu une ossature assez intéressante défensivement, que l'année prochaine, on va encore plus se régaler offensivement du côté de Chelsea. Et moi, c'est pas forcément pour me plaire, parce que Chelsea, c'est pas une équipe que je supporte. Je crois qu'en Première Ligue, je déteste Manchester United et la deuxième équipe qui suit derrière, c'est Chelsea. Donc vraiment, je ne les porte pas vraiment dans mon cœur, Chelsea. Mais j'ai l'impression qu'il y a du bon travail qui est en train d'être fait avec Maresca justement qui apporte une certaine continuité avec ce milieu de terrain, avec ces ailiers qui commencent à toucher vraiment un très très bon niveau. Cette possibilité aussi d'avoir beaucoup de remplaçants, d'avoir un banc vraiment fourni et de qualité qui peut être très important pour jouer bien évidemment la Première Ligue, mais on le sait aussi les compétitions européennes avec cette Coupe du Monde 2026 qui va arriver. Tous les joueurs ils vont vouloir avoir leur temps de jeu, ils vont avoir envie de se montrer et d'être performants même s'ils ne sont pas de base titulaires. J'ai l'impression que ça va très bien se passer pour Chelsea. Ça va être une équipe qui va nous régaler en termes de football.
Et enfin, mesdames et messieurs, je ne pouvais pas terminer sans évoquer le FC Barcelone. Bien évidemment, le FC Barcelone fait partie des 5 équipes redoutables pour l'année prochaine. Pourquoi? Parce que enfin, le FC Barcelone est revenu sur le devant de la scène. Voilà, ça a été compliqué pendant quelques années, ça a galéré, ça a oscillé entre haut et bas. L'année dernière, ça a commencé à faire mal, on a commencé de nouveau à faire peur avec l'arrivée d'Hansi Flick, avec cette équipe qui a absolument très bien fonctionné, qui a été redoutable, et dont les équipes en face ont eu peur. Et ça faisait très longtemps que le Barça ne faisait pas autant peur au Real Madrid, que le Barça ne faisait pas autant peur sur la scène européenne. Et c'est le renouveau. C'est le renouveau à travers une équipe qui, oui, collectivement s'est trouvée, qui a un style à part entière, un style unique qui lui a permis de performer, mais aussi une capacité individuelle à être performant avec des joueurs dans le haut du panier. Koundé, Koubarsi, Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, et j'en oublie, mais des très hautes performances individuelles du côté du FC Barcelone qui ont permis à ce club de faire le triplé national et d'aller jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Donc très bonne saison pour le FC Barcelone. Bien évidemment, on sait qu'il y aura des ajustements à faire l'année prochaine pour le Barça. Parce que selon moi, si ce Barça joue exactement le même football que l'année dernière, il risque d'y avoir des complications. Parce que les adversaires maintenant attendent le Barça. Les adversaires ne vont plus être surpris par le FC Barcelone et vont se préparer à jouer cette équipe-ci qui a un style qu'on peut aussi rapidement analyser. Et donc cette équipe du Barça ne va pas totalement changer de football, en tout cas je ne l'espère pas parce que ce football est magnifique à voir, mais va devoir faire des mini-ajustements, va devoir un petit peu en opérer et en plus de ça, va devoir aussi un petit peu se renforcer. Et pour l'instant c'est peut-être le gros bémol du côté du Barça, c'est qu'on ne sait pas tout de suite si on va pouvoir se renforcer sur les postes exigeants qu'on doit forcément améliorer, à savoir le gardien, ça a été fait. Johan Garcia, pour l'instant, cette recrue-ci, c'est bon, et ça va changer des choses du côté du FC Barcelone, parce que dernièrement, on était sur des gardiens qui étaient bons, mais qui n'avaient pas le rendement, je pense, pour être titulaire au FC Barcelone. Mais ensuite, il y a bien évidemment des mouvements en tant qu'ailier gauche, des mouvements aussi, pourquoi pas, en tant que latéraux, qui peuvent se produire du côté du FC Barcelone, et qui peuvent apporter déjà dans un premier temps un petit peu de respiration pour les titulaires, parce que ça a été une des données qui a été négligée et qui n'a pas été surtout possible du côté du Barça l'année dernière, comparé à tous les autres clubs que je vous ai cités où ça peut tourner n'importe quand. Et c'est-à-dire qu'il y a un gros banc du côté du Barça, c'est un petit peu moins présent, surtout sur certains postes précis. Et du coup, ça crée des complications, surtout par rapport au jeu énergivore du FC Barcelone. Et en plus de ça, les nouvelles recrues vont apporter aussi une nouvelle palette tactique. Parce que le FC Barcelone doit aussi être en capacité de changer un petit peu de registre footballistique qui était un petit peu plus difficile à voir l'année dernière. Mais ce qui est très positif pour le Barça, encore une fois, c'est de s'appuyer sur cette qualité individuelle, sur cette qualité collective, sur la jeunesse de son effectif, effectif de la Masia également, effectif largement espagnol, donc qui a des repères ensemble, qui a une fin aussi de gloire pour ce Barça qui a longtemps été dans la difficulté et qui a enfin pu sortir la tête de l'eau et qui maintenant a envie de régner, qui a faim de gloire. Ok, beaucoup se sont moqués du FC Barcelone, maintenant c'est bon, on est de retour et vous allez plus du tout rigoler sur notre tête. C'est un peu ça, je pense, l'objectif dans la tête des joueurs et en plus de ça, d'avoir un coach comme Hansi Flick qui est un coach qui a une grande capacité d'adaptabilité. C'est un coach qui, en quelques matchs, arrive à changer ce qui doit être changé. Dès que ça va un petit peu mal du côté du FC Barcelone, boum, Flick, il prend une décision forte et cette décision, généralement, elle est très positive rapidement pour le FC Barcelone. Et ça, c'est un point qui est très fort. Et donc le Barça, bien évidemment, va être un petit peu plus attendu. Donc les équipes en face, elles vont opérer des stratégies qui vont se mettre en difficulté, mais maintenant le Barça fait peur de nouveau, ce qui n'était plus le cas. Et à partir du moment aussi où tu fais peur, ça joue dans la tête de tes adversaires. Donc ça va être très intéressant ce qui va se passer l'année prochaine pour le FC Barcelone. Comment ça va se passer sur le terrain? Déjà, est-ce que ça va évoluer? Comment vont agir les adversaires? Hâte de voir tout ça. Mais oui, le Barça l'année prochaine sera une équipe redoutable. Voilà, mesdames et messieurs, pour mes 5 équipes redoutables pour la saison 2025-2026. Comme je l'ai dit en introduction, ce sont mes avis, ce sont mes choix. À tout moment, vous avez les vôtres. Et justement, j'ai hâte que vous me donniez vos équipes favorites pour la saison prochaine. Hâte de lire tout ça et surtout hâte de vous répondre comme d'habitude en commentaire. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.